Bonjour, Céline Bondard, avocate au barreau de New York et de Paris. Je suis ravie de votre présence aujourd'hui pour cet atelier pratique sur la négociation organisé grâce et par la Creative Valley. Voilà, aujourd'hui, donc, c'est un atelier très pratique à la demande donc, de certaines startups qui doivent négocier tous les jours dans différentes circonstances. Dans quelles circonstances est-ce qu'on négocie exactement ? On négocie à tous les tournants, d'accord ? Alors certes, il faut avoir des connaissances juridiques, il faut se faire aider, mais la négociation, c'est à la fois du juridique et du business, et c'est pas facile. C'est pas facile pourquoi ? Parce que négocier pour soi-même, c'est un exercice qui n'est pas évident, même quand on est à la base très doué en négociation, d'accord ? Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre à peu près 1 heure, on va essayer de se donner 1 heure, et on va faire 2 choses. La première chose, c'est que je vais vous donner juste quelques clés de négociation. C'est pas un cours théorique, je vous donne juste quelques points clés pour votre réflexion. Ce seront quelques points clés pratiques. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent, de toute façon, je vous enverrai le PowerPoint, donc vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. C'est vraiment quelques points pratiques. Alors, ce sont des points, certains vous allez les retrouver dans tous les bouquins de négociation, certains viennent juste de mon expérience. Dans l'ensemble, je pense que ça n'est rien qui ne soit pas extrêmement pertinent dans la pratique, mais c'est aussi à chacun de faire son expérience en fonction des négociations qu'il a à mener au quotidien. D'accord ? La deuxième chose, c'est qu'ensuite on fera un exercice pratique et donc on prendra un cas très concret. D'accord ? Et de chaque côté de cette petite table, il y aura 2 personnes qui représenteront une start-up et 3 qui représenteront un client. Et je vais vous faire négocier sur quelques points. D'accord ? Et ensuite, on donnera des points de négociation. Donc, écoutez les points pratiques que je vais vous donner maintenant. Et ensuite, dans les points de suite, je viendrai vous aider aussi dans cette négociation, mais j'interviendrai le moins possible si ça se passe très bien, après tout. Formidable, ça servira à tout le monde, y compris à ceux qui écoutent en ligne, si on a des gens qui nous écoutent en ligne, sur la chaîne YouTube de la Creative Valley. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent en ligne, s'il y en a ce matin, il ne faut aussi pas hésiter à nous poser des questions. Vous avez à droite de votre écran un chat. Vous pouvez poser des questions et Pierre, ici présent au bout, pourra relayer ces questions pour que j'y réponde. Voilà. Ça vous va ? On fait comme ça ? Alors, on va parcourir ces quelques bullet points. Alors, qu'est-ce qui est important ? 1. Vous allez vous assurer de connaître la partie avec laquelle vous négociez. Ça paraît un petit peu... Qu'est-ce que ça veut dire connaître la partie avec laquelle on négocie ? Si vous êtes un agent commercial et que vous cherchez à vendre une maison, il y en a qui vont s'intéresser au nom de votre chien, par exemple. Pour une start-up, ce n'est pas nécessairement important de connaître le nom du chien du client. D'accord ? Donc, connaître la partie à laquelle on s'intéresse, ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut vouloir dire connaître la personne en face de vous et connaître la société en face de vous. Tu as une question, Pierre ? Non ? Connaître ses finances, surtout, moi je me disais. Connaître ses finances. Oui, arriver à déterminer à peu près où est-ce qu'on peut se situer. Oui, effectivement. C'est vrai. Donc c'est ça, connaître la partie en face de vous. En fait, la négociation, on n'y va pas comme ça demande du travail. Vous avez déjà eu des expériences que vous considérez comme étant des vraies expériences de négociation ? Oui. Oui. Je suis très étonnée qu'il y ait que Pierre qui lève la main parce que tout le monde a eu plein d'expériences de négociation. On négocie tous les jours, on négocie en permanence, on négocie chez le marchand, on négocie, mais je veux dire, complètement au quotidien. Si vous voulez, vous pouvez vous servir de cette idée-là pour négocier ou essayer de repérer les moments où vous négociez pour en faire des exercices. Mais on négocie en permanence avec plus ou moins d'enjeux. C'est pour ça que tout le monde ne lève pas la main, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Mais on s'en rend généralement compte quand il y a un enjeu financier ou un enjeu personnel assez fort. Mais en réalité, on négocie en permanence. On négocie même avec ses proches. Voilà. Avec les enfants. Avec les enfants, beaucoup, oui, c'est vrai. Excellent exercice de négociation. Ce qui montre aussi, pas facile, quand justement on met de l'affect, on a tendance à laisser passer des choses qu'on ne laisserait pas passer. Donc très bon exercice de négociation. Avec les parents aussi. Avec les parents. C'est très vrai. Oui, absolument. Donc ça c'est important, connaître la partie avec laquelle on négocie. On pourrait en parler pendant longtemps. Aujourd'hui, on ne fait que parcourir quelques points clés et on va essayer vraiment d'avancer avec un atelier pratique après. On fait un rétro-planning de la négociation. D'accord ? Faire un rétro-planning de la négociation, ça veut dire quoi à votre sens ? C'est vraiment lisser toutes les étapes de la négociation qui vont arriver, quand est-ce qu'on fait quelle proposition, le compte qu'on risque d'avoir, quoi reproposer derrière, c'est vraiment les étapes. C'est ça, on prépare les étapes et on essaie de voir quelle proposition on va faire, à quelle étape. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que tous ces conseils, finalement, quand vous allez les lire, ils vont vous sembler assez simples, mais dans la pratique,
qu'est-ce qui se passe généralement? Moi, quand mes startups viennent, elles sont très très pressées de tout mettre sur la table. Vous voyez? Et c'est pareil dans le cadre d'une négociation contractuelle, et c'est souvent pareil aussi dans le cadre d'un contentieux. Ils veulent tout mettre sur la table. Moi, j'ai telle arme, j'ai telle arme, j'ai telle arme. Bon, la façon de procéder est plutôt la suivante. Voilà, on a un jeu de cartes. On a toutes ces cartes-là, lesquelles on va mettre en avant maintenant, et lesquelles on va se retenir de mettre en avant, et pourquoi? Et lesquelles on va mettre en avant plus tard. En gros, si vous donnez toutes vos munitions maintenant, il ne vous en reste plus pour la suite. D'accord? Alors ça aussi, on pourra en parler, mais il faudrait aussi faire des exemples concrets. L'exercice pratique qu'on va faire ne va pas toucher à tous ces points, il touchera quelques-uns de ces points. Si on ne connaît pas la réponse, alors pensez à ça peut-être pour tout à l'heure. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous répondez par une question. D'accord? Si vous ne connaissez pas la réponse, ne l'inventez pas en matière de négociation. Prenez le réflexe de ne pas inventer votre réponse, ça va vous mettre en défaut. Pas nécessairement parce que vous aurez répondu quelque chose de faux, mais parce que ça va révéler quelque chose de votre position, ça va vous affaiblir. D'accord? Donc vous rebondissez par une question qui va vous permettre ensuite de pouvoir répondre. Alors je crois qu'il y a... Okay, donc, très important pour la négociation. Aujourd'hui, ce qu'on va faire d'ailleurs, ça va porter sur ça. Pensée, intérêt, pas position. Qui connaît Pensée, intérêt, pas position? Qui vient d'ailleurs d'un livre que je vous recommande, qui est très connu, je suis sûre qu'on le trouve aussi dans beaucoup d'autres, qui s'appelle Getting to Yes. C'est peut-être un des best-sellers en matière de négociation. C'est un petit livre. C'est pas un gros pavé. Getting to Yes. Commandez-le sur Amazon. Voilà, c'est vraiment très bien. C'est un peu une petite bible de la négociation. C'est très pratique. Vous pouvez la parcourir comme ça. Et ça va vous apprendre aussi quelques points clés. Et en particulier ça. Alors, c'est quoi la différence entre un intérêt et une position? Je vais vous donner un exemple. Alors, vous avez deux oranges. Premier exercice de négociation. Bon. Vous avez deux oranges. Ok? Vous, de ce côté-ci, vous voulez faire un gâteau avec cette orange. Et de l'autre côté, vous voulez faire du jus. Et vous avez deux oranges devant vous. La solution la plus rapide, la plus évidente, ça va être de faire quoi? Jus. Donc vous avez deux oranges, mais vous n'êtes pas ensemble. 50-50, une orange chacun. D'accord? Bon, ça c'est la première solution. Ça veut dire, ma position c'est que je veux deux oranges. La position de l'autre c'est que je veux deux oranges. D'accord? Ça, ce sont des positions. Si on reste fixé sur ces positions, qu'est-ce qui se passe? Vous avez chacun une orange. Quel est l'intérêt derrière la position? Quel est l'intérêt de chacun? Repensons, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit qu'une des parties voulait un gâteau, et l'autre voulait du jus. Que fait-on? On les coupe, on les sépare convenablement pour que chacun ait ce qu'il va avoir sans partager l'orange en elle-même. Bravo Pierre, on donne à chacun ce qu'il voulait à l'intérieur de l'orange. Donc l'un va avoir la chair et l'autre va avoir la peau, voilà, etc. Et du coup, chacun double ses quantités. Ok? On a pensé aux intérêts et chacun y a trouvé son compte, beaucoup plus. D'accord? Donc, pensée, intérêt, pas position. L'exercice qu'on va faire va porter là-dessus. Pensée, intérêt, pas position. Et faites-vous aider. Oui, pardon, faites-vous aider, donc ça c'est important. Pourquoi se faire aider? C'est difficile de négocier pour soi-même. Même moi, j'ai du mal à négocier pour moi-même, en dehors de négociations quotidiennes qui sont faciles. Mais quand on a des vraies négociations importantes, c'est difficile de négocier pour soi-même. C'est pas qu'on ne sait pas le faire dans la théorie, mais on y met beaucoup d'affect. Et concrètement, on va avoir tendance à faire des maladresses et à se mettre dans des situations beaucoup plus difficiles que quand on se fait aider. Et se faire aider, ça peut être bien évidemment par un cabinet d'avocats quand c'est une négociation juridique, mais de façon générale par un tiers. Voilà. Par quelqu'un d'un peu extérieur quand c'est pas particulièrement juridique. Voilà. Pierre, est-ce que tu viens Voilà. Et maintenant, dans votre tête, comment ça se passe? Là, je vous ai donné juste quelques petits trucs pratiques. Dans votre tête, comment est-ce qu'il faut vous situer? Parce qu'il faut se mettre dans un certain état psychologique quand vous arrivez à une négociation. Et ça va varier en fonction de la situation. D'accord? C'est pas toujours pareil. Moi, j'arrive pas exactement dans la même situation et dans le même état psychologique en fonction de la négociation qui m'attend. Déjà, j'essaie de me renseigner. Quel est l'âge de la personne avec qui je vais négocier? Quelle est sa circonstance? Quel est son état d'esprit? Est-ce qu'elle va arriver déjà énervée? Est-ce qu'on est en début de négociation? Quelle va être ma marge de manœuvre? Donc déjà, j'essaie de préparer ça. Et ensuite, j'essaie de m'adapter. J'arrive, soit l'ambiance c'est celle que j'imaginais, et on s'adapte à cette ambiance-là, et on essaie de créer des circonstances favorables, ou alors on arrive et puis finalement, la personne en face ne se comporte pas du tout comme on l'imaginait, on va s'adapter. D'accord?
Mais c'est très important de le faire. Donc, dans sa tête, qu'est-ce qu'on fait? Et ça aussi, c'est le deuxième point sur lequel va porter notre petit exercice, ne pas être trop pressé. Parce que souvent, les startups, quand elles arrivent, elles sont extrêmement pressées. Il y a des enjeux très importants pour une raison ou une autre, et on est très pressé. Et qu'est-ce qui se passe souvent quand on est le plus pressé? On fait des erreurs. On perd souvent la négociation. Elle est beaucoup, beaucoup moins intéressante que prévu quand on est trop pressé. Et ça, c'est aussi un point dans la pratique qu'on a du mal à appréhender. Céline, j'ai besoin de ça pour demain, il faut absolument qu'on conclue, etc., etc. Dans la pratique, je vous promets, je sais que ça demande de l'expérience, mais dans la pratique, on prend plus de temps que ce qu'on pense et les clients ne partent pas. Même quand les clients ont mis beaucoup de pression, ça doit être terminé dans 15 jours, en pratique, ça se produit extrêmement rarement. Parce que les clients demandent ça, et puis finalement, leur service juridique met 3 semaines à revenir vers vous, et finalement, tout le monde est moins pressé que prévu. Et je vais vous dire un truc qui est à l'encontre de ce qu'on devrait dire en tant que cabinet d'avocats, mais souvent, une prestation commence avant d'avoir signé un contrat, et il vaut mieux encore ça plutôt d'avoir signé un contrat qui est complètement désavantageux. Il vaut mieux prendre un tout petit peu plus de temps pour signer un contrat correct. Voilà. Soyez prêts à sortir. Ça, c'est aussi une difficulté que je peux rencontrer. Alors, le soyez prêts à sortir, en fait, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire spontanément? Ça veut dire quoi, soyez prêts à sortir? Il faut être prêt à dire non et à dire bah, ça m'intéresse pas. Et vous croyez que ça se produit souvent quand vous êtes dans une négociation? Est-ce que vous pensez, vous, qu'en pratique, vous avez eu souvent l'occasion de vous dire je suis prêt à partir? Oui. Ouais, très bien, très bien. Idéalement, il faudrait que tout le monde puisse répondre oui à cette question. Si c'est pas Et intéressant. oui. Si Ça dépend beaucoup des cas, mais parfois, effectivement. Ou si c'est pas intéressant, s'il n'y a pas de win-win, il ne faut pas. Exactement, s'il n'y a pas de win-win, exactement. Il faut, chaque négociation ne doit pas, vous ne devez pas avoir l'impression de jouer votre vie sur une négo. Si vous avez le sentiment de jouer votre vie sur cette négo, vous êtes du coup, vous sentez obligé, ce qui arrive très régulièrement, d'arriver en me disant Céline, voilà, je voudrais que tu m'aides à négocier, mais de toute façon, il faut que ça se passe. De toute façon, il faut qu'on l'aide. J'ai dit, oula, ça va être très compliqué, ça va être très compliqué. Et surtout, c'est un partenariat à la négociation, il faut qu'on se mette d'accord. Quelle marge de manœuvre on va avoir? Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Mais quelle est la marge de manœuvre? Et surtout, une bonne négociation, il faut être prêt à dire, si je n'obtiens pas ma bottom line, le minimum nécessaire, vital pour moi, pour que je gagne de l'argent, c'est pas la peine. Même si on a discuté 3 semaines, 3 mois, d'accord? Mais ça, c'est aussi une circonstance psychologique. Parfois, ce qui arrive, c'est qu'avec un client, on commence, il n'est pas prêt à partir, et au fur et à mesure, il durcit sa position, et il devient de plus en plus prêt à partir, et donc il augmente son pouvoir de négociation. Et ça, c'est très utile. Et en fait, les négociations les plus réussies que j'ai faites, c'est vraiment celles où mon client adhérait complètement à la démarche. Et où la partie en face le sentait vraiment. Et la partie en face, ça peut être des investisseurs, ça peut être un employeur, ça peut être un client, c'est tout ça. Pensez win-win. Alors, pardon, n'hésitez pas à paraître naïf. D'accord? Ça, c'est aussi, c'est pas toujours le cas, d'accord? Mais souvent, quand on n'est pas nécessairement en position de force dans une négociation, on n'est pas complètement à égalité dans ce rapport-là, d'essayer d'y aller de façon un peu trop forte et de poser ses billes, il y a un côté un petit peu artificiel. Si vous n'êtes pas en position de force, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Il ne faut pas chercher à mettre une dose de fiction sur cette réalité, il ne faut pas hésiter à paraître un petit peu naïf et à y aller comme ça, un petit peu les yeux grands ouverts, en affichant un prix. Le prix est un peu élevé, vous le dites naïvement, c'est mon prix. Comme ça, voilà. Et comme ça, vous avez moins de chances d'agacer en face parce qu'il y a une certaine forme de naïveté dans votre proposition et vous pouvez revenir plus facilement si elle est complètement en décalage avec ce qui était attendu. D'accord? Donc c'est un peu contre-intuitif. Dans la pratique, ça marche souvent. Dire avec le sourire, naïvement, ah bon, ah oui, non, c'est complètement des clous. Bah oui, ah oui, on va revoir ça. Bon. D'accord? Pensez win-win. C'est quoi le win-win? C'est que les deux parties trouvent leur compte. Les deux parties trouvent leur compte. Pourquoi est-ce que c'est très important que les deux parties trouvent leur compte? Toute négociation commerciale, c'est un partenariat. On offre un service dont ils ont besoin, mais il faut que les deux puissent en tirer bénéfice. Exactement. Sinon, si les deux parties n'en tirent pas bénéfice, si le déséquilibre est tel que les deux parties signent un accord pour une raison quelconque, qu'elles sont pressées, elles ont besoin, etc., on augmente les chances que d'ici 6 mois, 1 an, le partenariat tombe à l'eau, il y a une partie qui ne respecte pas l'accord, celle qui s'est sentie lésée, et c'est à l'avantage de personne. Donc une négociation réussie, c'est une partie où chaque... Alors certes, il y en a une qui a peut-être obtenu plus que l'autre en fonction de ce qu'elle voulait, mais il faut que chaque partie puisse rentrer dans les clous et en tirer un bénéfice suffisant pour que ce soit intéressant pour elle. D'accord? Je ne dis pas que chaque partie peut obtenir tout ce qu'elle demande, ça c'est vraiment pas possible.
Mais il faut que chaque partie puisse y trouver son intérêt. Voilà. Et enfin, et ça je le dis aussi régulièrement, particulièrement là encore récemment, voilà, quand j'ai des jeunes qui rentrent dans des startups et qui doivent négocier leur entrée dans ces startups-là. Et là, il y a des négociations qui s'ensuivent, le rapport de force pas toujours extrêmement équilibré. Et là, ce qui est très important, c'est aussi de se dire qu'on a d'autres opportunités. Et de ne pas regarder que dans une direction, oui, mais moi je me concentre là-dessus, c'est mon but pour ces 3 prochains mois, et le reste n'existe pas. Non, il faut aussi ne pas avoir peur de se disperser un petit peu à ce moment-là, d'aller regarder ce qu'il y a ailleurs pour faire tomber la pression. Ça rejoint le walk out the door, être prêt à partir, hein. Mais de se dire qu'on a réellement, concrètement, d'autres opportunités et qu'on n'est pas fixé sur celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu des éléments psychologiques à prendre en compte. D'accord ? Voilà, et là, voilà les derniers bullet points, et puis après on va faire le petit exercice. Là, on n'aura pas le temps aujourd'hui de se concentrer là-dessus. Mais à chaque fois que vous avez une négociation, demandez-vous, écrivez-le sur un papier, quel est le résultat espéré, en quelque sorte, quel est votre plafond? Qu'est-ce que vous croyez que veut l'autre partie? Non pas qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle affiche, mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle veut vraiment? Quel est le style de négociation que vous allez utiliser, quitte à ce que vous en changiez le jour J, au moment même, au fur et à mesure. Voilà, soyez très intuitif là-dedans, répondez, regardez la réaction de l'autre. On pourrait en parler pendant des heures et on fera certainement d'autres ateliers sur le sujet, mais le langage du corps, etc. Donc, il y a aussi beaucoup d'éléments qui rentrent en compte dans son négociation. Quelles sont les alternatives? Pensez intérêt par position, cas pratique va porter là-dessus. Hein. Donc ne vous restez pas fixé, et je pense à l'exercice qu'on va faire, ne restez pas fixé sur ce qu'affiche l'autre. Il faut que les deux parties cherchent des solutions concrètes qui réunissent les intérêts de tous. D'accord? Et qu'est-ce que vous acceptez de ne pas obtenir? Ça aussi, c'est très important quand même. Hein. C'est votre plancher. Et attention à bien fixer votre plancher. Si vous fixez votre plancher à un niveau dangereux pour vous, et qu'en fait vous signez sur votre plancher et que vous n'êtes pas content de votre plancher, vous avez un problème. Donc votre plancher n'est pas un seuil à la limite de l'intolérable. Votre plancher doit rester rentable pour vous. On est d'accord, hein? Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces quelques clés? Juste dans le cadre d'une renégociation, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une négociation, ouais. Et moi j'ai des contrats qui arrivent tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, en fait, là j'ai le cas concrètement, bon, je travaille plus que ce que j'avais imaginé. Mon client est très content, je le sens qu'ils peuvent me payer plus. Est-ce que je vais renégocier de la même manière ou est-ce qu'il y a une vraie différence dans la négociation? Entre une négociation et une renégociation, sur le principe, non, mais c'est vrai que ça fait partie des négociations qui sont très difficiles à avoir. Renégocier quelque chose est très difficile, mais c'est une très bonne question. Oui. Mon contrat est renégocié tous les 6 mois, donc je signe un nouveau contrat tous les 6 mois. Ah, de toute façon. Je peux dire non, je ne travaille pas à moins de... Ah, ils vous mettent dans une position de renégocier, donc vous pouvez à chaque fois tous les 6 mois remettre ça sur la table. Voilà. Alors, un point important qui ne vous concernera pas dans la renégociation, mais c'est quand même bien de le mentionner maintenant, c'est que, justement, si vous vous imaginez, une fois que vous avez posé un prix, si vous vous imaginez pouvoir le renégocier 6 mois, 1 an plus tard, dans la pratique, c'est vraiment très difficile. Une fois que vous avez fixé un prix, la renégociation est très difficile. Ça, c'est une certitude. Après, si vous êtes dans une situation où vous pouvez signer un contrat tous les 6 mois, ça veut dire que votre client accepte cette renégociation. Sinon, la durée du contrat serait beaucoup plus longue. Donc ça veut dire que sur le principe, c'est l'occasion de le faire. C'est pas comme si vous lui disiez le contrat est en cours, mais je ne m'y retrouve plus. Là, ce serait très difficile. Oui. D'accord ? Là, vous avez l'occasion de le faire. Et après, ça dépend complètement de votre relation. Et là, il faudrait qu'on en parle plus en détail. Justement, il faudrait qu'on fasse ce travail de dire qui est le client, quels sont ses enjeux, quels sont ses intérêts, est-ce qu'il a un intérêt à vous payer plus et pourquoi, quelle est la relation que vous avez entre vous et quelle est la meilleure méthode pour l'approcher. Est-ce que c'est un petit peu avant cette période de 6 mois? Est-ce qu'il faut l'amener, cette idée-là? Est-ce qu'il le sait depuis longtemps? Vous n'êtes pas payé suffisamment cher et vous ne vous y retrouvez plus. Et qu'est-ce qui ferait que vous puissiez être content lui aussi? Donc il faudrait se poser tout ça sur une feuille et dire bon, voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? D'un point de vue concret, décider, est-ce que c'est un meeting? Est-ce qu'il faut l'inviter à déjeuner? Est-ce qu'il faut s'adresser aux services juridiques? Vous voyez? Donc, en réalité, ça demande beaucoup de réflexion en amont. Et il faut faire ce travail-là si vous voulez renégocier. Il faut le prendre très au sérieux. Certainement pas le faire naturel. J'en ai marre, je vais le faire. Je vais passer un coup de fil, je lui dis, puis c'est comme ça. C'est pas comme ça. Mais si vous voulez, on en reparlera après. D'accord? Si vous voulez qu'on se penche justement sur ce qui est spécifique à votre situation. J'ai une petite question.
on dit souvent effectivement qu'il ne faut pas descendre en dessous d'un certain plancher. Il faut vraiment être sûr d'être gagnant entre guillemets sur la négociation avec un client. Mais à côté de ça, ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est qu'avec surtout des sous-traitants, avec des grands groupes, le premier projet de toute façon sera pour établir une confiance et a des chances d'être déficitaire dessus. Il ne faut pas hésiter malheureusement à faire le premier à perte pour avoir des projets suivants qui eux seront plus confortables. Pourquoi pas? Mais ça veut dire que le premier à perte, oui, souvent on fait un premier projet à perte, ou même plusieurs, ou même parfois une entreprise passe quelques années afin d'établir sa clientèle et est beaucoup moins rentable les premières années. Ça dépend complètement de votre modèle économique. Si vous êtes confortable avec ça, c'est ça qui est important. Si dans votre modèle économique, vous avez inclus le fait de faire à flux tendu ou une opération un peu déficitaire pour gagner un client, c'est que vous êtes confortable avec ça. Le danger, c'est de signer quelque chose et de se dire après, ah en fait, ma bottom line n'était pas confortable pour moi. Mais si vous avez décidé que dans votre modèle économique, vous intégriez ce coût d'acquisition client, bah vous êtes content d'avoir signé. D'accord ? Le problème, c'est que c'est difficile de sortir du flux tendu quand on a instauré ça les premières années. J'ai connu ça dans mon ancienne entreprise qui a commencé en flux tendu en acceptant des contrats comme ça. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le client fait on ne va pas augmenter les tarifs. Très dur de renégocier. Vous êtes capable de le faire comme ça. Absolument, c'est très dur de renégocier. D'où l'avantage de parfois aussi dire à ces conditions-là, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez que ce soit aussi peu cher pour qu'il y ait une contrepartie de votre part aussi. Absolument. Il faut littéralement leur dire attention, le prix est particulièrement bas parce que vous voulez signifier on vous fait une fleur pour la première fois, mais les prochaines fois ce sera pas ça. Et c'est très important de poser les bases en amont. Très important. Dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est que tu leur donnes le vrai prix et que tu leur fais une réduction sur le vrai prix. Tout à fait d'accord. Tout à fait. Projet, je fais toujours ça. Je leur dis il y a 30% de réduction, mais attention, c'est pas les prix. La conclusion ici, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, la conclusion ici, c'est que ce qui n'est pas dit au début de la relation est beaucoup plus difficile à dire après. Donc on peut établir des bases, on peut faire une réduction, mais il faut être extrêmement clair, surtout au début. Sachant que c'est comme très difficile quand on démarre une activité, on ne peut pas tout anticiper. Donnez-vous aussi cette marge de manœuvre, malheureusement c'est très compliqué de tout anticiper, de dire et dans ce cas, et dans ce cas, et dans ce cas. Mais tant que faire se peut, essayez d'expliquer si vous avez une démarche commerciale, si vous avez fait un effort, et de dire que c'est que pour l'année 2016, que c'est que pour cette période-là, que ça n'inclut que cette prestation, mais certainement pas celle-là. Voilà. Et si ça n'est pas suffisamment intéressant, il faut effectivement savoir partir. Ce qui est un exercice très difficile quand on a besoin de cash pour démarrer, hein. Mais si c'était facile, tout le monde serait entrepreneur, voilà, et pas salarié. Alors, on fait l'exercice. Alors, voilà cet exercice. L'exercice va porter sur 2 points clés. Puis, est-ce que tu veux... Ouais, parfait. 2 points clés, on va juste garder l'image en fond. 2 points clés, c'est penser intérêt par position. Et ne soyez pas trop pressé dans votre tête, hein, d'accord ? On va essayer de se concentrer sur ces points-là, mais bien sûr, vous pouvez penser aux autres aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner des petites feuilles de route. Il y a une start-up, alors une start-up mais un client. La start-up Skytop et le client Air Shuttle. D'accord ? Donc, on va prendre qui veut être la start-up ? 2 personnes ? Attends, vous êtes tous des startups, je pensais que tout le monde allait vouloir la startup et personne le client. Non, mais c'est intéressant de se mettre du point de vue du client. Hein. À qui veut être le client ? Client. Tiens. Mets-toi au milieu si tu veux bien, je sens que tu vas intervenir. Alors, client. Ouais, moi, des clients en startup, ça va être génial. Alors ? Allez, parti. Hop. Donc, vous remplissiez les chaises ici, startup et client. Air Shuttle, Skytop. Est-ce que tu viens, tu lèves un client ? Il m'en faut 2 encore ici. On est en face. Voilà. Encore une personne. Tu te sacrifies de moi, c'est vrai ? Voilà. J'ai pas mis ma veste pour Non mais négocier. vous êtes là pour négocier, vous devez vous précipiter sur ces choses. Non mais alors, voilà ce qu'on va faire. Maintenant qu'on sait qui est qui, je vais d'abord demander l'espace de 1 minute au client de sortir de la salle. Et ensuite, l'espace d'1 minute, je demanderai à la start-up de sortir de la salle. Parce que vous aurez chacun une petite feuille de route et quelques points à négocier, mais les uns et les autres ne seront pas au courant de la position de l'autre. Et après, vous devrez négocier. Vous aurez chacun un temps limité pour négocier 2 points d'un contrat. J'en ai prévu un 3e si on a le temps. Si on n'a pas le temps, on ne le fera pas, en tout cas pas aujourd'hui.
L'idée, c'est de vous montrer, on va négocier que 2 points, je ne vous montre pas de contrat, donc on n'est pas dans cette complexité-là. Sachez que dans un contrat, il y a à peu près autant de points qu'il y a de phrases. Hein? D'accord. Évidemment, ensuite, il y a des plus gros points que d'autres. On va se concentrer en particulier sur certains points qui sont très importants. On va se concentrer sur la cession des droits de propriété intellectuelle et on va se concentrer sur le prix. D'accord? Il y a aussi beaucoup de causes importantes, les pénalités, les responsabilités, les garanties, etc. Et beaucoup d'autres clauses importantes, en fait, tout l'est, mais à plus ou moins grande échelle et en fonction des circonstances. D'accord? En l'occurrence, Air Shuttle modélise, vous vendez des ailes d'avion, d'accord? Et vous avez besoin, vous êtes une grosse société avec de gros enjeux, et vous avez vraiment besoin d'une start-up réactive, parce que vous n'avez pas les ressources en interne, pour développer le logiciel qui modélise les ailes d'avion. Donc vous êtes des développeurs, vous êtes extrêmement réactifs, jeunes start-up, et bien sûr vous êtes sollicités aussi par des grands comptes pour développer des logiciels. Et donc il y a cette articulation à trouver et vous allez signer un contrat. Maintenant, vous êtes plutôt en début d'activité, vous avez quand même besoin de ce contrat. Et vous avez plein de startups qui vont vous solliciter, mais quand même, cette startup-là en particulier, SkyTop, là, vous savez qu'elle est de qualité, donc ce serait quand même dommage de ne pas arriver à un accord. Hein. Tout le monde a quand même envie d'y arriver, d'accord? Donc, est-ce que vous voulez en sortir 1 minute? Morgane viendra vous chercher d'ici 1 minute, et je vous expliquerai votre feuille de route. Hop, est-ce qu'on est? On y arrive. Alors, parfait. Par la porte? Ok, parfait. Alors, de la start-up, vous allez négocier 2 points, d'accord? Je vais vous le donner. Voilà votre feuille de route. Et voilà la feuille de route. Voilà les 2 points. Morgane, je vais vous laisser distribuer à ceux qui sont dans la salle les 2 feuilles de route. Vous allez savoir exactement quelles sont les positions de chacun, la start-up et le client. D'accord? Alors, voilà ce qui est très important pour cette start-up. Votre position face au client, c'est la suivante. Alors écoutez-moi bien, ça ce sera pour vous aider, mais je vous dis la même chose que ce que vous avez trouvé sur votre feuille. C'est juste au cas où vous oubliez. Ce qui est important, c'est que vous voulez, proposez-vous une licence qui n'est pas exclusive, vous ne voulez pas céder vos droits. Ça ne vous intéresse pas de céder vos droits, d'accord? Vous voulez proposer une licence, vous n'avez pas envie de céder, c'est toute votre valeur. Vous savez que ce que vous allez développer pour eux, vous voulez juste l'argent en réalité, mais vous voulez le revendre ailleurs. Classique, d'accord? Vous voulez aussi empêcher le client de réaliser ce même logiciel, d'accord? Pour vous, votre but, c'est ça. Votre intérêt, c'est quoi? Surtout, votre bottom line en quelque sorte, votre intérêt derrière tout ça, c'est que vous voulez pouvoir revendre ce que vous avez créé. Vous ne voulez pas que ce soit un one-shot, vous voulez pouvoir le revendre, d'accord? À minima, vous voulez au moins avoir ça, d'accord? Donc votre position officielle, c'est que vous voulez proposer une licence non exclusive, ok, donc c'est votre première position, tentez de négocier ça, mais à minima, vous voulez le revendre ailleurs. D'accord? Le deuxième point, c'est en termes de prix. Vous voulez avoir un revenu récurrent. Donc, votre position officielle, c'est que vous voulez au moins un abonnement, au moins sur 2 ans. Vous voulez un abonnement, une licence, voilà. Mais à minima, sachez que ce que vous devez vraiment obtenir pour avoir un point, c'est le revenu récurrent, ou au moins lissé dans le temps. Au moins un revenu récurrent. C'est quelque chose. Il faut absolument que vous obteniez ça, pas juste un prix one shot. D'accord? Si vous fonctionnez que sur du forfait, sur tout ce que vous allez faire pour eux, très dur de chiffrer un forfait correctement. D'accord? Ça vous va? Ouais? Alors, voilà ce que je vais vous dire aussi. Pour les arguments, ce sera pas... Vous avez pour le premier exercice, vous avez 10 minutes. Pour le deuxième, vous avez 8 minutes. D'accord? Sachez qu'il y a une contrainte de temps. Morgane va surveiller le temps, c'est pour vous apprendre aussi parfois. Dans la vie, ça va être ça. En tout cas, vous aurez le sentiment d'être assez pressé. 10 minutes pour le premier, 8 minutes pour le deuxième. D'accord? Vous avez des impératifs. Vous n'avez pas besoin de les inventer aujourd'hui, mais concrètement, vous aurez des impératifs. Il faut faire ça d'ici la fin de l'année. J'ai besoin de rentrer le chiffre, j'ai un investisseur qui attend. Voilà. D'accord? C'est bien? Ça vous va? Alors, si vous voulez bien demander... Ah bah, moi, je remarquais, il faut faire ça comme ça, voilà. Vous pouvez sortir 1 minute et on va faire rentrer les autres. Ça va, vous avez les 2 feuilles de route? Alors, revenez. Je vais vous donner, voilà, vos feuilles de route. Alors, hop là. Donc, on va négocier que 2 points maintenant. Ça, c'est juste un support au cas où vous oubliez, mais je vais tout vous dire maintenant, d'accord? Vous en aurez limite, juste pour rappel, hein.
Alors, je vous explique. Le troisième point, on ne va pas le faire. Alors, vous êtes Air Shuttle. Écoutez-moi, sinon je vous donne les feuilles après, je vous l'apprends. Alors, le premier point, c'est le suivant. Vous allez négocier avec la propriété intellectuelle. Vous êtes le client, vous ne voulez pas, vous, d'une licence, vous voudrez une cession. C'est ça que vous avez envie d'avoir. Vous voulez pouvoir racheter tous les développements. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous allez créer le même outil en interne. Donc, vous ne voulez pas dépendre de la start-up. Hein. C'est normal. D'accord? À minima, ça c'est votre position. Donc, vous arrivez avec cette position, vous tentez d'obtenir cette position-là. C'est votre objectif aujourd'hui. En revanche, quel est votre intérêt derrière? Donc, on va dire à minima, quel est votre intérêt? Vous ne voulez pas de dépendance de SkyeTop. Vous ne voulez juste pas être dépendant. Vous voulez pouvoir continuer à construire sur cet outil en interne. D'accord? Vous voulez idéalement une session, mais à minima, il faut pouvoir continuer à construire dessus, à l'utiliser. D'accord? Et si vous ne pouvez pas continuer à le développer vous-même, vous êtes quand même bloqué avec cette startup. C'est très emmerdant. D'accord? Le deuxième point, c'est le prix. Le prix, vous voulez payer, comme vous voulez une session, vous voulez un prix one shot. Vous ne voulez pas vous embarrasser d'un abonnement qui va durer sur des années, vous ne voulez pas vous contraindre. Pourquoi? Parce que souvent ça crée des situations de dépendance économique. Ce genre de situation, vous êtes une grosse structure et une situation de dépendance économique, vous voulez l'éviter. Vous avez déjà connu des contentieux là-dessus, ça ne vous intéresse pas. Donc à minima, si vous allez chercher le prix one shot, mais à minima dans la négociation, ce que vous voulez obtenir, c'est éviter une situation de dépendance économique et donc un abonnement qui va trop vous lier ensemble. D'accord? Est-ce que ça vous va? Vous avez bien en tête votre position et ensuite votre intérêt derrière, ok, sur ces deux points. On n'aura peut-être pas l'occasion de faire le troisième, mais ça c'est déjà très bien si on arrive à ça. Vous avez pour la première négociation 8 minutes et pour la deuxième 10 minutes. Ok? Ça marche? Très bien. Alors maintenant, je vais vous faire rentrer. Voilà, Morgane, si vous voulez bien faire rentrer tout le monde. Alors. Juste de discuter ce point-là, c'est juste tout. Ah, c'est vrai. Le droit de propriété intellectuelle. Non, mais c'est pour ça que je sors ce point-là, c'est que la moitié. Enfin, je négocie ça pour la moitié de mes startups. Très bien, parfait. Super. J'ai mis. Alors, ils arrivent. Pourquoi je mets 3 personnes d'un côté et de l'autre? Un, parce que le pouvoir de négociation, non, le pouvoir de négociation du client est souvent, comme c'est une grosse structure, plus important que celui de la start-up. Et aussi parce que je risque d'intervenir. Si je vois que je risque d'intervenir, et donc je le ferai, je vais voir en fonction de la façon dont ça se passe. Il est possible que j'intervienne plus en faveur de la start-up puisqu'on est là pour négocier les intérêts d'une start-up, mais on va voir la façon dont ça se passe, d'accord? Le but, c'est que vous avez chacun un temps pour le premier exercice. Sachez tous ensemble que vous n'avez pas nécessairement les mêmes temps pour achever, pour atteindre vos objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas nécessairement le même timing. Or, il faut respecter le timing qui vous a été donné. Hein, vous l'avez à peu près en tête. Hein. De toute façon, c'est relativement court dans tous les cas, pour avoir le point. Si tout le monde obtient au moins son intérêt, vous obtenez chacun 2 points. D'accord? En revanche, si une partie a obtenu son intérêt au plus, mais pas l'autre, la partie qu'il a obtenue obtient 1 point, l'autre partie à 0. Et si les 2 parties n'arrivent pas à un consensus, tout le monde obtient 0. Une négociation réussie, vous devriez avoir à chaque fois les 2 points. On est d'accord? C'est ça l'idée. Ça vous paraît clair? C'est ça le win-win. Ok? Alors, Morgane va surveiller le temps, mais en revanche, le point ne sera accordé à la partie qui négocie que si chacune a respecté dans le temps qui lui était imparti. D'accord? Donc, c'est à la fois ne pas être trop pressé dans sa tête et penser intérêt, pas position. Je n'hésiterai pas à intervenir si je pense que c'est utile. D'accord? Ça vous va? Alors, vous vous représentez et puis vous êtes là aujourd'hui pour négocier ces 2 points. Les droits de propriété intellectuelle concernant ce logiciel de modélisation des ailes d'avion et le prix. On fait démarrer? Morgane? C'est parti, allez-y. Ok, on commence. Allez-y. Donc, notre logiciel, celui que nous vous proposons, qui semble correspondre à vos besoins, nous souhaitons vous le proposer en non exclusif. Nous souhaitons conserver les droits sur ce logiciel. C'est pas ce que nous cherchons. Peut-être avant de parler de ça, on va peut-être vous parler un petit peu de notre logiciel SkyeTop, de la société SkyeTop. On développe, comme vous le savez,
de la modélisation d'ailes d'avion. On a travaillé pour de nombreuses entreprises qui, à notre sens, ont été satisfaits du travail. Et on l'a développé, on l'a amélioré cette année. Il y a une nouvelle mise à jour qui a été faite et qui permet d'optimiser de manière plus accrue la modélisation des ailes d'avion. C'est pour ça qu'on vient aujourd'hui vous le proposer. La solution que nous proposons, car à notre sens elle est plus pertinente, est une solution du type en format abonnement. Elle permet, contrairement à des solutions où il y a un achat direct, d'avoir un certain suivi et une mise à jour de la prestation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir un achat et pas des mises à jour. D'accord. Comment faites-vous alors pour la mise à jour s'il y a des bugs? Est-ce que vous avez un service en interne qui est capable de résoudre ces bugs sur un outil que nous avons développé? Alors on peut avoir un service en interne, mais là ce qu'on souhaite c'est faire appel à vous pour le suivi dans un premier temps. La démarche d'être propriétaire du code, je la comprends bien, pas de souci. Par contre, nous, on est dans un marché très concurrentiel. Le problème, c'est que si vous êtes propriétaire du code et que vous êtes capable de le revendre, ça veut dire que vous êtes capable de revendre un outil qu'on utilise, qui est un atout pour nous, à certains de nos concurrents. Donc, quelque part, vous comprenez bien qu'on est un peu bloqué sur cette situation-là. On voudrait pouvoir jouir d'un outil qui est un atout et de garder cet atout-là. Est-ce que vous seriez prêt à limiter cette exigence dans le sens où vous pourriez dire à quelles entreprises nous ne pouvons pas le revendre? On pourrait se mettre d'accord sur une liste ou par territoire. Peut-être que on pourrait avoir l'autorisation de revendre notre logiciel en Amérique du Nord et pas en Europe ou autre. C'est des points qui peuvent se négocier. Le deuxième point par rapport à la propriété du code, c'est le fait que si vous êtes propriétaire du code, on est marié avec vous le temps qu'on travaille avec vous. Si nous en sommes propriétaires, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir l'enrichir. Après, d'ailleurs, c'est un outil que vous avez développé certainement et qui marche très très bien. Le but, c'est de se l'approprier pour nous et de pouvoir le développer spécifiquement pour nous ensuite. Donc, pouvoir l'enrichir en fonction de nos besoins, parce qu'en fait on a des besoins que vous ne connaissez pas forcément puisque vous ne faites pas partie de l'entreprise. Et donc nous en interne on est capable d'analyser ces besoins et du coup de faire évoluer l'outil à nos besoins. Chose qui serait difficile pour vous de faire puisque vous ne faites pas partie de la structure. J'entends bien. Après, il est vrai que nous, notre société est vraiment spécialisée dans la modélisation des ailes d'avion. D'accord. C'est vrai que notre société est vraiment spécialisée dans la modélisation des ailes d'avion. Et ce type d'outil a une durée de vie assez courte. Et vu notre spécialisation dans ce domaine-là, à notre sens, et bien sûr à notre sens, et si vous n'avez pas le même avis, l'obsolescence est peut-être de 3 à 4 ans. En 3 à 4 ans, vous pouvez réaliser une optimisation, mais à notre sens, vu qu'on est spécialisé, on sera peut-être en termes de coût plus intéressant de faire appel à nous si vous avez des petites modifications à faire, où là, la modification sera propre à vous et on ne pourra pas revendre cette modification qui sera propre à votre société. Et notre spécialisation est aussi importante. Je ne sais pas si en interne, il est intéressant pour vous de recruter des salariés qui feront ça, peut-être sous-traiter ça à notre société, où là, comme vous l'avez dit, on sera liés dans le temps. Ça, c'est aussi une relation qui se construira. D'accord. Donc vous seriez prêt à nous donner l'exclusivité sur des briques du logiciel qui seraient développées que pour nous? Exactement, sur les parties qui vous intéressent, vous, on pourrait faire sur ces briques-là. Après, le code restera quand même à nous, et sur les parties que vous souhaiteriez développer, préciser, cette partie-là vous appartiendra, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait envisager une solution où vous nous céderiez la possibilité de réutiliser le code, vous en restez propriétaire, mais de nous livrer un code que nous on est capable de réutiliser et vous nous cédez un droit de réutilisation et d'enrichissement du code. Et de transformation. C'est-à-dire vous en restez propriétaire. On signe un accord d'exclusivité, comme on parlait au début, sur quelques années. Circonstancié sur quelques années. Le logiciel reste dans notre giron et
et ces briques-là, mais on garde, nous, la possibilité de pouvoir l'enrichir aussi. Mais vous gardez, si vous les réutilisez. Si vous les réutilisez après, vous pouvez le réutiliser, mais nous, le code qu'on aura gardé et développé, on pourra aussi le réenrichir après. Ça vous paraît correct? On ne vous cache pas que le code reste quand même une valeur qui est. Mais vous en gardez la propriété intellectuelle. Vous gardez la propriété intellectuelle, vous pouvez vous en servir. Et par contre, le code que vous nous livrez, nous aussi, on a le droit de l'enrichir. Vous gardez votre code, nous, on peut l'enrichir, tout le monde est content. Et on ne le revend pas, on le garde exclusivement en utilisation interne. Vous voulez l'enrichir en interne. C'est ça. Avoir les moyens C'est ça, tout à fait. De cette manière. Mais ces mises à jour, nous, on peut vous proposer un abonnement sur 5 ans qui permettrait justement de l'enrichir, surtout que, comme vous savez, un code, pour le maîtriser, il vous faudrait vous employer passe énormément. Là, je vais vous arrêter. Voilà. Alors, on fait un pause. Je vous recommande de regarder où se situe votre intérêt. Relisez votre intérêt. Et repensez à la proposition qui vient de vous être faite. Pour moi, elle est intéressante. Pour moi, elle est intéressante. Mais il est toujours possible d'obtenir plus? Oui. Vous venez d'obtenir? Là, vous avez une position qui réconcilie vos intérêts. J'ai fait un gros effort en plus. J'ai essayé de vous orienter vers ce truc-là. Je veux bien que tout le monde ait 2 points, donc j'interviens là quand même. Donc là, on va passer du coup, là, tout le monde vient de donner son intérêt. Donc, justement, comme l'intérêt, c'est de vous faire comprendre là où ça se situe, voilà ce que je voudrais qu'on fasse à ce stade. Je voudrais que vous... Voilà ce qui se passe, parce que vous, là, vous bloquez, vous voulez obtenir plus. Donc voilà ce que je voudrais que vous fassiez. Quand on sent que la négociation bloque, bien sûr, c'est sur la durée, là on est sur quelques minutes, quand on sent que la négociation bloque, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Oubliez votre position, dites quel est votre intérêt. D'accord? Donc je voudrais que vous disiez aujourd'hui votre intérêt et que vous évoquiez une solution. Et ensuite, je voudrais que vous disiez votre intérêt, oubliez la position. Disiez votre intérêt, évoquez une solution. Chacun son tour. Pour replacer le débat. D'accord. Je commence? Oui. D'accord. Puisque c'était à vous, c'est vous que j'ai interrompu. Donc. Ouais. Allez-y, Octa. Vous étiez en train de dire mais. Donc maintenant, je voudrais que sur le mais, vous rebondissiez sur voici mon intérêt. Voilà. Nous, notre intérêt, c'est de pouvoir revendre les mêmes développements à d'autres clients. Solution. Alors, vous évoquez une solution. Il ne faut jamais sortir un challenge ou un problème sans essayer d'évoquer une solution. Elle a été donnée, la solution. Ah oui, mais je veux que chacun sorte sa position sur la solution, même si c'est la même. Ce serait un même si vous arrivez à la même conclusion, c'est formidable, on a un accord. Donc, quel est l'intérêt? On a le droit de propriété intellectuelle, donc on peut revendre, mais c'est uniquement la partie de la brique qui sera développée, qui sera... Parler plus fort, oui. Uniquement la brique qui sera développée spécifiquement pour notre client, qui ne pourra pas être vendue. Ok, parfait. Intérêt et solution. Nous, l'intérêt, c'est de ne pas être dépendant de quelqu'un trop longtemps. Voilà. En gros, c'est ça l'intérêt. C'est qu'on veut pouvoir avoir un outil, certes, efficace aujourd'hui, mais qu'on puisse faire évoluer en fonction de nos besoins. Donc on veut pouvoir avoir accès au code. Donc du coup, que vous soyez propriétaire du code que vous livrez, soit. Et par contre, nous, on veut avoir le droit de pouvoir l'enrichir et de le réutiliser pour nos intérêts. On ne va pas se placer en concurrent, on ne va pas revendre derrière vous. C'est pour notre fonctionnement interne. Et si jamais demain il vous arrive quoi que ce soit, vous êtes une start-up, si demain l'entreprise n'est plus valable ou si je ne vous souhaite pas vous mettez la clé sous la porte, nous on veut pouvoir continuer à capitaliser sur ce qu'on a commencé à faire avec vous, mais de notre côté. Ok, est-ce que, allez, concluez ensemble, est-ce que vous avez un accord et sur quelle modalité? Vous avez tout à fait le droit de dire non, on n'est pas d'accord, hein, attention, hein. Vous avez tout à fait le droit de dire que ce n'est pas suffisamment intéressant. Je voulais savoir si aujourd'hui, est-ce que vous avez ou pas réconcilié vos intérêts? Moi je pense que oui. Oui, je pense que oui. Si on est d'accord sur ce point-là, ok, donc vous avez conclu que vous allez faire donc une licence exclusive ou non exclusive? Non exclusive.
non exclusive pour que vous puissiez continuer cette activité ailleurs, sur une durée à déterminer, mais qui puisse ne pas les pénaliser, puisque de toute façon, à un moment donné, ça devient obsolète. Il faut quand même que ce soit sur une durée suffisamment longue, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir une session sur un logiciel qui ne va pas durer jusqu'à 75 ans après la mort de l'auteur, donc on n'a pas besoin de ça. Avec possibilité pour votre client de faire des développements spécifiques en plus, qui leur appartiendront. Et éventuellement, dans le cadre de cette licence, une interdiction de vendre à quelques compétiteurs clés. Pas tous, il ne faut pas vous empêcher sur votre marché, mais peut-être les 2-3 plus gros compétiteurs directs. Paraît cohérent? Oui. Ok, bien, parfait. Oui. Vous l'avez très bien, vous l'avez tout juste dans les 8 minutes. Et vous aviez 10 minutes. Voilà, parfait, très bien. Est-ce que cet exercice-là, déjà ce premier exercice, le deuxième va être sur la même modalité? L'idéal, ce serait que je n'ai pas à intervenir sur le deuxième. D'accord? Est-ce que déjà ça vous paraît compréhensible? Est-ce que ça vous parle? Oui. Est-ce que vous apprenez quelque chose dans ce processus? Qu'est-ce que vous apprenez dans ce processus? Qu'il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on veut, en fait. Par exemple? Comme tu l'as dit toi, clairement, oui, mais on voit... En fait, c'est marrant, c'est que les deux problématiques qui sont citées, c'est des problématiques auxquelles nous, on a eu affaire il n'y a pas longtemps. Du coup, c'est des choses qu'on connaît. Et en fait, les clients l'entendent quand on leur dit, ils sont là pour leur intérêt, mais ils savent qu'on a un intérêt aussi. Donc quand on leur dit, bah, moi, mon intérêt, c'est ça, je ne vais pas bosser à perte, je ne vais pas vous revendre toute ma techno et me retrouver à poil après derrière. Faut que ça aille dans les deux sens. Et ils l'entendent, en fait. Pour la plupart, ils l'entendent. Il y a des gens qui tentent le coup, il y a toujours des gens qui testent, mais est-ce que vous pouvez descendre un peu plus, est-ce que vous pouvez faire un peu plus d'efforts? Au bout d'un moment, si on leur dit non, en fait, pour la plupart, c'est assez sain. Ben ça, c'est parce que tu es prêt à faire un vocat de door. C'est que c'est assez clair dans ta tête sur le fait que tu ne vas pas prendre n'importe quel deal à n'importe quel prix. Après, c'est une démarche d'entreprise aussi. Nous, c'est ça. C'est comme ça, on n'est pas prêt à tout, il faut que ça marche, il faut que ce soit gagnant-gagnant. C'est très important. Gagnant-gagnant et ne pas être prêt à tout, effectivement. Et c'est comme ça qu'on présente les choses dès le départ, c'est du partenariat. Ouais. Là, ce qui s'est passé dans cette négociation, c'est que je trouve que ça s'est très bien passé, globalement. Il y a juste eu ce petit moment où tu n'as pas entendu qu'elle te proposait exactement ce qui est correspondant à ton intérêt. Et c'est normal de vouloir tenter d'obtenir plus, mais il faut aussi savoir reconnaître en disant pas mais, en disant ça m'intéresse, ça me paraît pertinent, réfléchissons-y. Et sur cette base, essayer de remonter et d'obtenir un peu plus. Mais éviter le mais. Limite, apprendre à dire en même temps plutôt que mais. Mais c'est tout de suite très bloquant en face, alors que, et là, la négociation peut s'écrouler, alors que contrairement, tout le monde était très proche d'un accord. D'accord ? Donc là, on n'a pas beaucoup de temps, mais si j'avais laissé la négociation se poursuivre jusqu'au bout sur la base de ce mais, on n'avait peut-être pas d'accord. Pas d'accord dans les temps qui étaient nécessaires pour les parties pour obtenir cet accord. Ouais. Okay. Donc le en même temps plutôt que le mais, pour éviter de retomber dans le négatif, reconnaître ce qui a été acquis, construire dessus si vous voulez obtenir plus. D'accord ? On fait le deuxième point sur le prix. D'accord ? On va lancer le timing. Vous avez tous les deux un timing différent. Hop, voilà. C'est parti. Vas-y. Alors, du coup, concernant le prix, quel est votre on a bien compris que vous aviez un système d'abonnement. On sait que c'est un truc qui est très en cours et un modèle, mais toujours dans le même esprit que l'histoire du code. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être dépendant mois après mois de la même entreprise et je sais que c'est un coût maîtrisé, etc. Mais on préférerait, toujours dans le même esprit, payer la prestation en une fois, quitte à payer un peu plus cher, mais la payer en une fois, et après être sur toutes les données qu'on a données, donc du coup, avec le contrat, on peut réutiliser le code, vous en restez propriétaire, etc. Allez-y. C'est quoi les arguments là? Mais ce code que nous développons, vous ne le connaissez pas. Comment vous pouvez espérer, ça va vous prendre énormément de temps de le comprendre, de le maîtriser. Si vous nous livrez un code, il est censé être propre et commenté, normalement. Je pense que vos équipes sont assez performantes pour pouvoir retravailler le code, ça, j'en doute pas, compte tenu de la taille de votre société. Après, à notre avis, Patricia et moi, il est toujours peut-être intéressant aussi d'avoir de manière externe un prestataire qui puisse intervenir exceptionnellement sur certains points qui peuvent poser problème. C'est vrai qu'on l'a développé, on a travaillé dessus pendant 3 ans sur ce
C'est beaucoup. logiciel. Hein. Oui, ça demande énormément de temps à développer. C'est pour ça qu'on le vend si cher. Et donc c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un en externe, même de manière qui peut intervenir au moins 2-3 fois par an. Et c'est pour cela aussi qu'on aime proposer ce système d'abonnement. Il est vrai que nous, notre intérêt, c'est aussi de travailler avec vous sur une période, comme je vous l'ai dit, l'obsolescence est de l'ordre de 3 à 4 ans. Si un abonnement est de 3 à 4 ans, et on peut lisser ce paiement sur le paiement sur 3 à 4 ans, j'ai du mal peut-être à comprendre le pourquoi de vouloir payer en cash et sortir le cash d'un coup. Il y a un peu les mêmes arguments que tout à l'heure, c'est-à-dire que si effectivement votre société va moins bien, vous avez moins de personnel, nous on a la possibilité d'avoir notre indépendance par rapport à vous. Et en fait c'est ce qu'on recherche, ça c'est notre intérêt. Donc c'est vrai qu'on recherche, et puis vous serez gagnant puisqu'effectivement vous aurez en une seule fois effectivement un seul paiement. Ça vous permet de le placer et de rapporter, ça vous rapporte. Donc vous avez vous plus d'intérêt aussi dans ce sens-là. Ça va dans c'est vraiment gagnant-gagnant. Ce qu'on peut peut-être vous proposer, c'est bien sûr en théorie toutes ces prestations qu'on peut effectuer de manière occasionnelle sur le code, de ne pas vous à ta place aussi Patricia, mais peut-être ne pas vous facturer, mais ça permettrait aussi pendant ces 2-3 ans d'avoir des prestations qui ne sont pas facturées, qui sont occasionnelles, et qu'on délimitera bien sûr dans le temps et en termes de quantité, et de permettre de lisser cette rémunération. J'ai encore la réponse en fait, du coup, j'ai un truc. Moi j'ai une autre proposition. On vous paye le code en une fois, on paye un peu plus cher que ce qu'on aurait payé pour une année d'utilisation, etc. Voilà, soit, parce que c'est normal, c'est légitime. On parle d'un modèle, pendant 4 ans vous avez des revenus réguliers, et nous un modèle où on paye tout en une fois une année. Et à côté de ça, ce qu'on peut faire, et on fait avec notre fournisseur, c'est que vous nous facturez un support annuel. Avec du coup les mises à jour à disposition, on dit que c'est 10 ou 20% du prix total de la prestation, avec les mises à jour et une plateforme de support dédiée. Ce qui fait qu'on on re-signe le contrat tous les ans, ce qui fait que nous on a une visibilité d'1 an, vous aurez eu des fonds en une fois assez conséquents, et on peut réfléchir à ça toute l'année, savoir si on continue avec vous, si on va voir ailleurs, qu'on puisse se laisser la possibilité d'aller voir ailleurs aussi. Si je comprends bien votre proposition, au bout d'1 an, si la prestation ne vous satisfait pas, ou si on a suffisamment d'autonomie sur le logiciel ou autre. Alors attendez, on est au même schéma que tout à l'heure. On va faire la même chose. Là, ce qu'il vous propose, est-ce que déjà sur le principe, vérifiez votre intérêt? Non? Si, il y a un revenu récurrent. Il y a un revenu récurrent, mais sur une année. Après, au bout d'une année, si. Oui, d'accord, mais attention. Mais ça, c'est renégocier vers le haut. Déjà, reconnaissons la base. La base est intéressante. La base est intéressante. Ok, il faut absolument passer par cette étape-là. C'est pour ça que je me disais que sur une année, et le fait de nous dire au bout d'1 an. Oui, mais du coup, c'est dire oui, mais il faut déjà tout de suite reconnaître le schéma juridique proposé et le bon schéma juridique avant de dire ce schéma juridique nous plaît. Maintenant, sur la durée, on n'est pas encore d'accord. D'accord? Très important de dire là, déjà sur le principe, on a trouvé quand même quelque chose d'intéressant. D'accord? Parce que votre intérêt, c'était quoi? D'avoir un revenu lissé sur le... Parce que c'est très dur de faire un forfait et de le chiffrer correctement. Donc si vous avez un one-shot, il faut que vous y retrouviez par ailleurs. Il faut au moins qu'il y ait quelque chose qui puisse correspondre à du temps travaillé. Sinon, c'est très difficile de savoir où se situer, surtout quand on est une jeune start-up. Et vous, votre intérêt, c'était de ne pas dépendre d'un abonnement, de ne pas être dans une situation de dépendance économique. Donc effectivement, c'est d'avoir... Et après, libre à vous d'être suffisamment bon pour qu'on re-signe tous les ans le contrat de support. Oui, et puis aussi de négocier la durée initiale. De négocier la durée initiale, de dire non, on ne peut pas le faire, si on fait un forfait, nous on fait une faveur, mais sur la durée de l'abonnement, il faut peut-être négocier tous les 2 ans, pas tous les ans, ou alors tous les 18 mois, et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Est-ce que vous nous faites aussi un contrat peut-être pour les nouveaux développements, puisque vous voudriez construire dessus, on ne peut pas être aussi ceux qui... Donc, qui interviennent. Ouais.
Bon, là effectivement, tu as déjà des rétages. C'est des problématiques sur lesquelles on a déjà réfléchi. Très bien. Alors du coup, ce que je vous propose, est-ce qu'on a le temps de faire le... oui, je pense qu'on a le temps. On a quelques minutes pour faire le dernier point. Je vais vous présenter le dernier. Le dernier est génial. Ok, on va faire le dernier point. Je voudrais cette fois-ci vraiment ne pas intervenir. D'accord? Donc je ne vais pas intervenir et je vais vous laisser vous débrouiller sur le dernier point. Vous avez compris comment ça se passe? Il faut reconnaître l'avancée quand vous tombez d'accord sur le principe avant d'essayer de monter vers le haut. Là, cette fois, je ne la propose pas, l'avancée. Alors, donc on est sur les pénalités, d'accord? Donc sur les pénalités, on va du coup, donc tout le monde a ses feuilles, du coup je n'en parle pas à l'oral, je vous laisse prendre 1 minute chacun pour lire votre position et votre intérêt, d'accord? 1 minute, tout le monde le lit. La position de SkyTop, qu'est-ce qu'une pénalité? J'explique pour tout le monde, une pénalité, c'est si jamais il y a un retard de livraison, parce que développer un logiciel, ça peut prendre du temps, et parfois on va faire des lots, et parfois on va faire des échanges, parfois c'est livré en une fois et puis c'est tout, mais ça m'arrive aussi de négocier des contrats où on a des pénalités applicables si les lots ne sont pas livrés à temps. Et souvent j'ai des clients qui disent moi je veux pas de pénalité parce que c'est très difficile à mettre en place et le client lui insiste sur des pénalités. J'essaie de pas trop en dire parce que sinon je vais tout... Voilà, ok, donc lisez chacun. Position intérêt, vous avez 1 petite minute et après, voilà. Céline, j'ai une petite question pour qu'ils réfléchissent. Est-ce que les pénalités, ça peut aussi comprendre tout ce qui peut être litige potentiel pendant l'utilisation du produit par le client final? Alors ça, c'est pas la pénalité, c'est plus responsabilité, c'est plus des clauses de responsabilité. Qu'est-ce qui se passe en cas de poursuite? Il y a les pénalités, il y a les garanties, il y a les responsabilités. C'est tout un ensemble de clauses qui permettent de sanctionner, mais la responsabilité, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un événement, un virus. Donc la pénalité, c'est plus un manquement par rapport à l'accord avec le contrat. C'est plus une sanction, une sanction très interne au contrat en cas de manquement à telle ou telle clause du contrat ou tel et tel livrable. Donc on applique une pénalité. C'est quand même très souvent le délai. Ouais. Très souvent. Absolument. Les délais ou pas que, ou alors par exemple le fait que le système doit rester up. Le temps de uptime doit rester on pendant 99% du temps, et si c'est pas le cas, on applique des pénalités. Oui. Voilà. Okay. C'est bon? Attention. Allez-y, je voudrais que vous commenciez. Oui. Tous les deux. Pas tout. Aborder le sujet des pénalités. Aborder le sujet des pénalités en disant vous avez constaté dans le contrat, vous avez constaté dans le contrat, donc en fait vous généralement on n'aborde pas ça. Nous avons un problème. Il l'a pas vu. Non, de toute façon, tout se négocie, personne ne loupe rien. Alors, nous souhaiterions que le contrat ne mentionne aucune pénalité en cas de retard de livraison. Ah mais c'est standard ça. Ça va pas tout bosse comme ça avec tous les fournisseurs. Vous êtes d'accord que c'est souvent la faute du client? Elle est agressive. C'est de la faute du client. C'est de la réponse du client. Non, c'est une réponse standard de gros industriels. C'est standard, on fait ça dans tous les cas. Personne ne me le demande. C'est dans le contrat. Vous êtes les premiers à ce moment. C'est ça. Je ne jamais demandé ça. Je comprends bien que ça soit problématique pour vous, mais le but, c'est d'être sûr que vous livrez dans les temps. Tout simplement parce qu'on a un planning, on a des échéances, on a des livrables. Voilà. On comprend tout à fait, c'est vrai que peut-être lié à l'âge de la société, je sais que c'est peut-être lié aussi à l'âge de la société, on n'a jamais eu ce cas de problème de retard de livraison. Peut-être qu'on n'y a pas pensé au moment de la signature du contrat. Après, c'est tout à fait normal s'il y a une erreur qui provient de notre part, qu'il y ait un dédommagement. Ça, il n'y a pas de souci. Si on arrive à, je ne sais pas ce que tu en penses Patricia, mais si on arrive à bien délimiter les causes et si l'erreur vient de notre part, il y aura bien sûr un dédommagement. Sous quelle forme? Qu'est-ce que vous proposez? Des intérêts de retard en fonction du temps. En gros, vous nous proposez de nous faire une liste de choses qui pourraient vous mettre en cause en fonction des retards. Parce que je ne sais pas, je connais pas votre manière de fonctionner, mais du coup, vous êtes sûr que vous avez la maîtrise de toute la chaîne et que vous pouvez livrer à temps. Oui, on est une start-up, on est très réactif. Donc, qu'est-ce que vous proposez? J'ai pas compris.
si les briques ne sont pas livrées à temps pour des raisons qui sont liées à notre start-up, il y aura un dédommagement en fonction du retard. Je ne me rappelle plus légalement comment on appelle ça. Donc il faut faire une liste avec... Qui définit les critères en fait. Savoir qu'est-ce qui incombe de votre responsabilité et qu'est-ce qui incombe de la nôtre. Comment on définit les critères? Je pense que c'est de la discussion, c'est de la négociation. Je pense que... Vous êtes là. Alors, c'est ce qu'on souhaite faire aujourd'hui. Ce sont des choses plutôt basiques. Déjà, nous, on aimerait que vous réagissiez à nos propositions dans les 48 heures. Au-delà de ça, on serait obligé de conclure que la responsabilité, elle est sur vous. J'entends. Oui, vous nous demandez de la réactivité de la même manière que nous, on vous demande de la réactivité. De toute façon, c'est ça. Il faudra aller vite pour éviter d'avoir des pénalités de retard. Par contre, s'il y a des pénalités de retard, comment on fait? C'est bien ça qu'on souhaite savoir. En gros, c'est l'inverse, mais c'est vrai que le fait de définir une liste et de définir des engagements réalistes, c'est faisable. Que nous-mêmes, on s'engage de notre côté, parce que sinon on les met à la bourre, forcément. Oui, voilà. tout à fait. Mais oui, on peut s'entendre sur une liste, mais par contre, il faut qu'on définisse très précisément ce qui incombe de votre responsabilité, ce qui incombe de la nôtre, et tout un processus derrière de questions-réponses, savoir comment on fait nos échanges et comment on met les choses en place. Et normalement, oui, du coup, la proposition, elle est... Et un planning précis. Et un planning précis. Parce que du coup, là, on a un planning, quoi. Bravo, et 5 minutes. Ouais. Alors en pratique, effectivement, on va prévoir dans les contrats, le client a entre 5 et 20 jours pour répondre. Vous aurez tant de jours pour réagir, on peut le faire à vite évidemment. Généralement, on prévoit 2-3 échanges. Si on sort de ces échanges pour un retard du client, aucune pénalité n'est due au regard du retard du calendrier. Et on peut aussi prévoir des limitations de responsabilité sans rentrer dans une liste fleuve. On va dire, voilà, il y a un cahier des charges techniques. On respecte ce cahier des charges techniques. Si jamais le client change d'avis sur un seul paramètre de ce cahier des charges, vous n'êtes plus responsable des délais que ça va entraîner ou des coûts supplémentaires. Ce qui est très compliqué à faire entendre, parce que pour les industriels, il y en a certains, c'est marrant, on a l'impression d'être dans des milieux de créatifs qui changent d'avis très régulièrement. Et en plus, ils veulent que vous assumiez. Ça doit être facile dans le code. C'est ça. C'est pas simple. Et en plus, ils veulent que vous assumiez les coûts du changement. C'est très dit. En plus, il faut expliquer ce qui va se passer en termes de coûts si jamais il y a un changement qui entraîne les coûts. C'est toujours une contrepartie pour une contrepartie. Ah, vous voulez changer ça, mais c'était pas prévu, c'est pas au cahier des charges. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes capable de rogner sur quelque chose? Parce que du coup, on va perdre du temps. Ou est-ce que vous mettez une rallonge derrière, que ce soit de temps ou d'argent? Exactement. Voilà, c'est bien, vous êtes parvenus à un accord. Et je pense que vous avez plus clairement que les fois précédentes vu l'intérêt derrière. Vous avez tout de suite vu qu'il ne fallait pas rester coincé sur pénalité, pas pénalité, que l'important, c'était surtout que vous ne soyez pas responsable d'une faute du client. Et donc, vous êtes resté focalisé sur votre intérêt, et c'est ça qui permet de trouver un accord. D'accord? Ça va? Qu'est-ce que vous avez appris dans ce processus? Alors, toi, tu as déjà négocié tes contrats. Moi, juste d'une manière générale, je trouve que c'est pas évident parce que je connais pas forcément bien le sujet. Et c'est vrai que toi, comme tu le maîtrises, du coup, tu as vraiment une grande facilité. Donc là, je pense que c'est l'expérience. Même le prix, voilà. En fait, c'est le fameux truc compromis pour compromis. Ça, tu peux l'appliquer tout le temps et le côté win-win et partenariat. Oui. C'est-à-dire, on bosse ensemble. T'es pas asservi, t'es pas là juste pour ramper et ils ne t'autorisent pas à faire des tâches. Tu leur ramènes un service qui les intéresse, sinon ils ne viendraient pas te voir. C'est sûr. Donc, faut être dans et il faut avoir tous dans votre start-up quelqu'un qui sache faire ça. Si vous êtes dans une start-up et vous vous rendez tous compte dans votre équipe qu'il n'y en a pas un qui sait faire ça, vous allez avoir une difficulté. Oui. Et de façon générale, vous faire aider, parce qu'il y a quand même des négociations. C'est difficile de négocier tout seul. 2, on va rentrer dans le détail juridique où, à un moment donné, on peut connaître ou pas connaître le sujet, mais même quand c'est son sujet et on négocie sur son sujet, on va rentrer dans des questions juridiques où on ne va pas voir son niveau de responsabilité et on n'a pas le réflexe nécessaire. Donc ça, c'est quand même très important de savoir ça quand on négocie des contrats à enjeu. D'accord? Voilà, écoutez, merci beaucoup. Pierre, ce que tu viens juste faire, voilà, on va passer au dernier slide. Merci. Voilà, donc c'est la fin de ce premier atelier sur la négociation.
On en fera d'autres. Ce que je vous propose, c'est de venir avec des idées aussi, de dire qu'est-ce qui vous intéresse. Aujourd'hui, on a négocié avec un client. La prochaine fois, on pourrait peut-être négocier avec des investisseurs, par exemple, ou même négociation entre associés. Voilà, vous voulez lever des fonds, voilà, donc ce n'est pas exactement les mêmes paramètres. Et on peut partir sur un autre exercice et mettre en jeu d'autres points clés. Aujourd'hui, on était pressé et on a négocié les intérêts, pas les positions, mais on pourrait aussi parcourir tous ces points et essayer d'avoir une vue complète d'une négociation, jusqu'à même aborder peut-être aussi le langage du corps. Je ne sais pas pour ceux qui reverront la vidéo, mais il y a des choses intéressantes aussi à voir en termes de positionnement. Voilà. Merci à tous et à très vite pour un nouvel atelier Cabinet Bondard et Creative Valley. Bonne journée. Merci.